Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de soirée pour évoquer ce sujet qui intéresse de plus en plus les probiotiques. Alors pour parler de ce sujet, je vous propose ce plan que vous voyez s'afficher. Donc on ne peut pas parler probiotiques sans évoquer le microbiote ou les microbiotes. Et nous allons développer un des microbiotes qui est certainement le plus connu, le microbiote intestinal. Ce monde nouveau, ces études sur ces microbiotes donnent de nouvelles approches. Et en fait, nous avons pu, enfin, les personnes qui travaillent sur ces sujets observent des connexions inattendues entre organes. Les probiotiques, c'est le sujet de notre soirée, donc en partie 4, bien sûr, nous allons en parler et je vous présenterai quelques caractéristiques de ces probiotiques. Et puis nous terminerons cette soirée par des cas comptoirs. Alors, les microbiotes, on parle abondamment du microbiote intestinal, mais en fait, ça n'est pas le seul microbiote que notre organisme conserve en fait. Il existe d'autres microbiotes. On a un microbiote buccal, un microbiote cutané, un microbiote œsophagien, un microbiote vaginal et aussi un microbiote pulmonaire, un microbiote urinaire. Donc, vous voyez, notre organisme, en fait, c'est une réserve de niche d'un microbiote. Alors, tous ces microbiotes ont des compositions qui sont différentes, parce que selon l'endroit où sont donc répartis ces micro-organismes, eh bien sûr, les besoins sont différents, les protections sont différentes. Et donc, ces microbiotes qui sont si différents, en fait, sont des ensembles très complexes. Et actuellement, le microbiote qui est considéré comme le plus complexe, c'est ce microbiote intestinal. Et en deuxième position, pour ce qui est de la complexité, eh bien, on a le microbiote buccal. Alors, le microbiote intestinal, donc c'est un ensemble de micro-organismes qui sont des bactéries principalement, mais aussi des virus, des champignons non pathogènes, des parasites. Donc, ces micro-organismes qui colonisent nos intestins, et on en compte jusqu'à 100 000 milliards, 10 puissance 14, donc c'est énorme. Et chez un adulte, cet ensemble pèse environ 2 kilos. Donc, déjà, vous voyez, c'est une présence qui est loin d'être anodine. Une particularité, c'est que chaque individu a un microbiote intestinal qui lui est vraiment propre, en fait, voilà, vous avez un microbiote, votre voisin en a un autre, donc on a tous un microbiote perso. Alors, ce microbiote, eh bien, se fabrique, se constitue. Quand le bébé naît, il n'y a pratiquement rien dans son système digestif. Il n'est pas stérile, mais il n'y a que très peu d'éléments. Et dès la naissance, ce microbiote va commencer à se constituer parce qu'il est absolument indispensable à notre vie. Donc, dès la naissance, il se fabrique. Et déjà, je vous ai parlé de microbiote qui est particulier à chaque personne, mais déjà, la naissance va déjà donner une première direction dans cette constitution du microbiote. Donc, si un bébé naît par voie naturelle ou s'il naît par césarienne, eh bien, on peut imaginer que son microbiote va partir dans 2 directions différentes. Donc, ce microbiote va continuer à se constituer au cours des premières années pour arriver donc chez l'enfant à un microbiote qui va être durable et plus ou moins stable dans le temps. Cet enfant va devenir un adulte qui va devenir avec les années un adulte, un senior, et d'une façon inévitable, chez le senior, eh bien, ce microbiote va s'appauvrir. Donc, il y aura, à partir d'un certain âge, moins de bactéries en quantité et puis moins de bactéries en genre.
Donc ça, c'est absolument inévitable. Entre l'hôte et le microbiote, il y a vraiment une relation qui est absolue, une très grande symbiose. Et ce microbiote intestinal qu'on appelait autrefois la flore intestinale, mais bon, flore, ça évite ça, comment fait penser au règne végétal, donc c'est pas trop adapté, donc on a remplacé par microbiote. Eh bien, ce microbiote est absolument indispensable à notre santé et on va même dire à notre vie. Et inversement, ce microbiote ne pourrait pas subsister sans son hôte. Donc, vous voyez une relation très étroite et complète. Alors, le microbiote intestinal, on en parle beaucoup, on le décrit comme étant un élément important pour assurer une bonne santé à son hôte. Alors, quelle fonction, quel organe va-t-il protéger? Eh bien, en fait, cette étude du monde microbiotique intéresse beaucoup de monde, des gastro-entérologues, des microbiologistes, des allergologues, des gynécologues, des neurologues, des pédiatres, des hépatologues, des immunologistes, des endocrinologues. Donc, vous voyez, finalement, et on se rend compte que ce microbiote intestinal a un impact sur l'ensemble du fonctionnement de notre organisme. Alors, je vais vous citer quelques rôles, quelques fonctions, mais bon, c'est une liste qui est absolument non exhaustive, bien sûr. Et tous les jours, on découvre de nouvelles fonctions. Je vous ai dit qu'on avait chacun un microbiote, donc des bactéries qui vont être différentes. Et puis, vous avez vu le nombre considérable. Donc, en fait, ça fait beaucoup de travail, de recherche pour arriver à comprendre le rôle de ces bactéries. Alors, quelques rôles, eh bien, l'ensemble du microbiote. Alors, bien sûr, les fonctions, les rôles vont être souvent faites par certaines bactéries précises. Hein. Donc, dans l'ensemble du microbiote, eh bien, on va pouvoir dire qu'il a un rôle de barrière à la colonisation par les micro-organismes pathogènes, qu'il va participer à la synthèse des vitamines, comme les vitamines B, la vitamine K, qu'il va participer à la synthèse d'acides gras à courte chaîne, ces acides gras qui participent au côté énergétique des entérocytes. Il va aussi participer à la maturation du système immunitaire et puis tant d'autres fonctions que je pourrais passer la soirée à vous décrire. Des connexions inattendues. Voltaire, en 1770, nous dit « C'est une plaisante chose que la pensée dépende absolument de l'estomac et que malgré cela, les meilleurs estomacs ne soient pas les meilleurs penseurs. » Qu'est-ce que Voltaire entendait par cette phrase? On ne le saura pas. Je ne pense pas qu'il connaissait, soupçonnait l'existence du microbiote. Une intuition géniale, peut-être. En tous les cas, c'est une réflexion très avant-gardiste. Dans notre système digestif existe un système nerveux. C'est le système nerveux entérique. Et donc, il est constitué de neurones. Et on note 200 millions de neurones. C'est un chiffre approximatif, mais ça vous donne un ordre d'idée. Et la majorité de ces neurones, en fait, véhiculent les informations jusqu'au cerveau. Donc, vous voyez, vous avez entre l'intestin et le cerveau, en permanence, des informations qui sont échangées, dans un sens comme dans l'autre, de l'intestin vers le cerveau et du cerveau vers l'intestin. Donc, en permanence, on a ces informations qui circulent. Ce qui fait dire à certains, pour nous, c'est assez nouveau, que le système nerveux central est le premier cerveau et que le système nerveux entérique est le deuxième cerveau. Si on se réfère à la civilisation chinoise, eux avaient cette intuition depuis très très longtemps. Nous, c'est plus récent, mais voilà. Nous finissons par avoir la même réflexion. Et donc, pour revenir au microbiote, en fait, ces connexions vont se faire grâce au microbiote. Donc, c'est en fait la plaque tournante, ce microbiote, qui va permettre donc que ces informations soient véhiculées du système nerveux central vers l'intestin et inversement. Un cerveau sous influence.
Des travaux actuels montrent que certaines pathologies, on ne pensait absolument pas liées au système digestif, comme le Parkinson, comme les troubles bipolaires, comme la dépression, eh bien, il semble que par ces travaux, on démontre que l'impact du microbiote intestinal sur ces pathologies est évident. Donc, un microbiote perturbé va peut-être faciliter le développement de telles pathologies. Donc, si je vous ai évoqué cet axe intestin-cerveau, il y a un autre axe aussi qui est important, c'est l'axe intestin-peau. Alors, peut-être avez-vous, au cours de votre exercice professionnel, pu avoir des retours de personnes ayant pris des probiotiques et qui ont vu s'améliorer des problèmes de peau. Il est certain aussi que ce microbiote intestinal a donc un impact, et s'il est en bon état, un impact positif sur notre peau. Et pour terminer ce chapitre sur les connexions inattendues, eh bien, rappelons-nous que l'ectoderme, un feuillet embryonnaire, eh bien, va donner naissance donc, à deux organes très différents, deux systèmes différents, le système nerveux et la peau. Les probiotiques, donc c'est le sujet de notre soirée, donc nous allons en parler quand même. Alors, quelques caractéristiques. Tout d'abord, une définition. Une définition qui a été proposée au début des années 2000, donc par l'OMS et la FAO, Food and Agriculture Organization. Donc, on définit le probiotique comme étant un micro-organisme vivant qui, administré en quantité adéquate, confère un bénéfice à la santé de son hôte. Un petit point de réglementation. Jusqu'à très récemment, il était interdit de spécifier probiotique sur un étui de complément alimentaire parce que ça évoquait un côté médical et le complémentaire, bien c'est pas le but, c'est pas un médicament, donc pour cette raison, ça n'était pas autorisé. Et puis les choses ont évolué et depuis récemment, finalement, puisque c'est une nouvelle réglementation en vigueur depuis le 5 janvier de cette année, et bien maintenant, il est autorisé de préciser probiotiques sur l'étui du complément alimentaire. Les probiotiques qui sont proposés sur le marché appartiennent à deux grands groupes. Au groupe des bactéries lactiques, donc des bactéries qui vont pouvoir produire de l'acide lactique, et puis les levures. Alors, comme bactéries lactiques, on retrouve des lactobacilles, lactobacillus, des bifidobactéries, bifidobactères, des streptocoques, streptococcus, des lactocoques, lactococcus. Donc, en fait, ce sont des bactéries qui vont se trouver présentes dans pratiquement tous nos microbiotes. Je vous rappelle, on a tous un microbiote perso, mais on retrouve quand même chez tous les individus des bactéries qui sont communes. Donc, ce type de bactéries. Et puis, les levures font partie des probiotiques aussi. Et une levure que vous connaissez très bien, une ultra-levure, le Saccharomyces boulardii. Donc, la levure est considérée comme un probiotique. Ces probiotiques, eh bien, on peut les classer comme nous classons les plantes. Il y a une classification de ces micro-organismes et il va être déterminé par un genre et par une espèce, voire une sous-espèce. Mais on va approfondir cette classification parce qu'en fait, pour une espèce donnée, il peut y avoir plusieurs représentants qui en fait auront des propriétés différentes. Il existe ainsi plusieurs lactobacillus acidophilus et ils n'ont pas forcément les mêmes propriétés. Donc, il faut une identification supérieure, en fait, plus approfondie, et donc on identifie ainsi des souches, ce qu'on appelle des souches, donc qui sont complètement identifiées et qui sont déterminées par des caractères alphanumériques.
Donc, un exemple ici, Lactobacillus acidophilus LA401. Et donc, ce type de souche, en fait, ces souches très identifiées, en fait, entrent dans la composition des probiotiques. Et donc, elles ont fait l'objet de travaux et leurs propriétés ont pu être avérées. Ces micro-organismes, on peut aussi les doser. Et en fait, l'unité est l'UFC, unité formant colonie. Et donc, cette UFC va être donc l'unité de dosage. Et en fait, une seule bactérie, bien sûr, va former une colonie de plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'individus. Comme nous connaissons de mieux en mieux les propriétés de ces probiotiques, on ne va pas s'arrêter à la classification genre-espèce et souche, mais on va aussi proposer d'autres types de classifications en fonction de leurs propriétés. C'est ainsi que l'on peut, on est amené à différencier les postbiotiques, des colpobiotiques, des psychobiotiques, des skinbiotiques. Les postbiotiques, on appelle aussi probiotiques fantômes. Ce sont des micro-organismes inanimés, donc c'est la bactérie qui a été atténuée, ou alors une partie de la bactérie, une membrane ou une protéine de cette bactérie, et il s'avère que pour certaines de ces bactéries, eh bien, le postbiotique est plus efficace que la bactérie vivante. Colpobiotique, ça c'est une notion très récente. Certaines bactéries vont être prises par voie orale, donc vont cheminer le long du système du tube digestif, arriver au rectum et ensuite à partir du rectum, elles vont coloniser d'autres tissus. Un exemple, ce sont les probiotiques qui vont être utilisés pour réguler une flore bactérienne au niveau de la muqueuse vaginale. Eh bien, en les prenant par voie orale, comme je vous l'ai expliqué, ils vont cheminer, arriver au rectum et ensuite vont coloniser cette muqueuse. Les psychobiotiques sont capables de réguler des neurotransmetteurs. Je vous ai parlé que certaines pathologies, on se rendait compte que la qualité du microbiote pouvait engendrer soit une amélioration, soit une aggravation du tableau. Et donc, on sait que maintenant, des bactéries sont capables de réguler ces neurotransmetteurs. Les skinbiotiques, les skinbiotiques, comme le nom l'indique, ce sont des probiotiques qui vont être appliqués au niveau cutané. Les prébiotiques, là on n'est plus dans le domaine du vivant, on reste en rapport avec les probiotiques. Ces prébiotiques, en fait, ce sont des fibres qui sont de longues chaînes d'ose. Un exemple, l'inuline. L'inuline qui est constituée principalement de fructose, donc un nombre important de molécules de fructose. Et en fait, ces prébiotiques sont nécessaires pour les probiotiques, c'est ce qui leur permet de conserver un état satisfaisant. Donc, c'est le substrat, le prébiotique est le substrat du probiotique. Et puis, les symbiotiques, certains compléments alimentaires sont proposés avec un mélange de probiotiques et de prébiotiques, et donc c'est ce qu'on appelle les symbiotiques. Alors, comme je vous l'expliquais, des travaux commencent à montrer depuis quelques années les propriétés. Donc, je vais vous donner quelques exemples de propriétés de spécificité qui ont pu être établies. Alors, nous avons vu dans les bacilles lactiques, les bactéries lactiques, quelques grands genres, donc les bifidobactéries et les lactobacilles, donc qui sont présents dans tous nos microbiotes, font partie des bactéries commensales chez tout à chacun. Et en fait, quand on les ingère, elles vont renforcer notre propre microbiote. Alors, souvent, maintenant, au niveau du comptoir, lorsque une personne a un traitement antibiotique, on conseille facilement la prise en même temps de
de bactéries, de probiotiques. Parce que l'antibiotique, dont la finalité, c'est de pouvoir éliminer certaines bactéries, eh bien, en fait, va aussi, malheureusement, avoir un impact négatif sur notre microbiote, hein, en faisant disparaître un certain nombre de nos propres bactéries. Donc, en apportant parallèlement des probiotiques, eh bien, on compense cette disparition. Alors, il faut quand même savoir si cet apport concomitant au traitement antibiotique ne pose pas problème. Eh bien non, parce qu'en fait, ces bactéries, elles ne créent pas de résistance, hein, par rapport à l'activité de différentes familles d'antibiotiques, et elles ne s'opposent donc pas à leur effet thérapeutique. Donc, on peut donc les conseiller sans problème. D'autres exemples de spécificité, je vous ai parlé tout à l'heure de la muqueuse vaginale, et donc vous savez que cette muqueuse vaginale est colonisée par ce qu'on appelle la flore de Doderlin. Et en fait, cette flore de Doderlin, alors ça c'est pour toutes les femmes, hein, elle est principalement composée de bactéries du genre Lactobacillus et des bactéries particulières, le Lactobacillus crispatus et Lactobacillus gasseri. Donc en fait, ce sont des bactéries adaptées à ce milieu et qui vont pouvoir assurer une protection efficace de cette muqueuse. D'autres propriétés ont été reconnues. Un exemple, Lactobacillus casei. Alors je vous donne là le nom d'une espèce, mais rappelez-vous, on va parler après de souche, hein, donc je ne précise pas la souche, mais une certaine souche de Lactobacillus casei sont reconnues comme étant un facteur important dans les phénomènes de régulation intestinale. De même, Lactobacillus paracasei, donc toujours pareil, certaines souches vont être intéressantes comme un soutien clé pour l'immunité. Et ce soutien clé, eh bien, sera très actif dans le maintien de l'intégrité des cellules digestives. Donc en dessous, vous avez un exemple d'une présentation d'un travail donc sur un Lactobacillus paracasei HA196, vous voyez une souche très déterminée sur laquelle des personnes ont pu travailler et ont pu mettre en évidence ses propriétés. Les levures, donc là aussi, bien sûr, on a les propriétés de ces levures, donc ce Saccharomyces boulardii, eh bien, améliore la trophicité de la muqueuse intestinale. Et c'est vrai qu'elle a souvent été peut-être un peu moins, mais il y a quelques décennies, il était systématiquement prescrit, l'ultralevure était prescrit lors de la prise d'antibiotiques parce que si l'antibiotique abîme notre microbiote intestinal, il fragilise aussi la muqueuse. Donc là, en apportant une levure pendant le traitement antibiotique, eh bien, on permettait à la muqueuse intestinale de garder une certaine intégrité. Et si les bactéries peuvent être détruites en partie par les antibiotiques, eh bien, en fait, la levure, elle ne sera pas détruite par les antibiotiques. Comme toute chose, il y a des précautions d'emploi. Et pour les probiotiques aussi. Donc, pour les probiotiques en général, voici quelques précautions. Donc, on ne donnera pas de probiotiques en cas d'intubation. C'est pas un cas courant, mais il faut quand même connaître cette contre-indication. Être très prudent aussi chez des personnes qui ont des polypes, qui ont des diverticules, et également chez des personnes qui sont très immunodéprimées. De même, pour les levures, pour le Saccharomyces boulardii, aussi des précautions, une contre-indication, port d'un cathéter veineux central. Bon, ce n'est pas non plus très répandu, mais aussi, il faut le savoir. Et de même, chez des malades fragilisés ou immunodéprimés, on évitera de le conseiller. À quel moment de la journée prendre les probiotiques? Eh bien, le meilleur moment, c'est le matin
avant le petit déjeuner parce que c'est le moment où le pH de l'estomac est le plus alcalin. Donc ce probiotique qui va être ingéré, qui va devoir passer le cap de l'estomac, qui est un milieu très hostile, voilà, ça sera plus facile pour lui de passer cet obstacle le matin avec un estomac plus alcalin. Et je vous remercie de d'être là, d'avoir été là. Et puis bon, si jamais vous avez des questions qui vous n'avez pas présentées ce soir, n'hésitez pas à les communiquer à Dayang et après, eh bien, nous y répondrons avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis bien voilà, j'espère que cet exposé sur les probiotiques, sur l'intérêt de garder en état ce microbiote intestinal, eh bien, vous a convaincu. Voilà, à très bientôt.